petits jours entre tes bras. La 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 la. On voit l'engouement que les résidents ont vis-à-vis de cet outil. En fait, c'est là où je rejoins Alexandre, c'est qu'on en est même étonné. Toi, tu disais, c'est qu'en fait, tu pensais pas que ça allait être aussi terrible que ça. Bah ouais, c'est pas si terrible que ça. C'est simplement un support PEDA qui change et qui nous amène à proposer une palette d'activités suffisamment importante pour que on puisse faire plaisir à chacun tout au long de la journée. Et c'est vrai que il faut vraiment pouvoir l'utiliser comme un support vraiment qu'on va proposer à un moment, puis après on va proposer des choses plus physiques. Sur la tablette, ça va être plutôt des puzzles ou des choses comme ça, de réflexion. On avait commencé avec quelques résidents qui sont en capacité d'écrire, de lire, et donc d'écrire aussi, ce qui fait qu'on va commencer à taper. Alors qu'en temps normal, nous on a cet objet-là qui permet plein de trucs, et finalement très peu d'appels au final, alors qu'on l'appelle téléphone. Et des fois on peut leur montrer des photos ou des vidéos un peu, mais dans l'ensemble je pense que ça doit pas être forcément très clair pour eux à quoi ça sert. Même ils nous voient à l'ordinateur, qu'est-ce qu'ils en comprennent, je sais pas trop. Alors que là c'est quelque chose de numérique, c'est un outil comme ça, et ça rejoint finalement ce que fait tout le monde. Ouais, voilà, tout à fait. Alors les nouvelles générations ils en ont, et ils les utilisent, c'est surprenant d'ailleurs la façon dont tu les utilises. A priori, pour certains, ils arrivent à s'envoyer des messages, ils appellent pas mal, ouais. Même tout ce qui est Game Boy, etc. Il y a les jeux aussi, les jeux. Là, il y a un résident au foyer d'hébergement, il a sa console, donc il joue tranquille comme ça. Quoi, Donc nous avons, comment tu t'appelles ? Sophie, Catherine, Claudine et Olivia. Tous ceux qui utilisent la Tovertafel vont noter dans le cahier, dans le classeur, la date, donc celui qui l'a utilisé, le nom des personnes qui ont participé, le temps qu'on a mis, parce que ça c'est important aussi de savoir le temps qu'on met. Il ne faut pas en faire de trop. En gros, les temps c'est 30 minutes, 45 minutes. Et c'est bien suffisant parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'attention. Il faut faire peut-être plus régulièrement, mais moins longtemps. Je pense qu'en termes de rester concentré, ça paraît pas comme ça, mais de rester concentré sur quelque chose pendant 30 minutes, c'est pas mal. Pour attention avec l'écran, parce que l'écran peut avoir une tendance à captiver. Sur la concentration, je pense que ça peut aider. Sur un jeu de société, on prend un jeu de plateau. Je pense qu'ils vont se lever plein de fois. Je vois rarement quelqu'un se lever, partir, revenir, alors que si on fait une activité manuelle ou autre, toujours un prétexte pour partir. C'est des séquences de travail. Et finalement, en animation, on se retrouve pareil. C'est des séquences d'animation, de bien travail. Sûr, On essaye de greffer les objectifs de leur projet dedans, mais... C'est pas forcément des choses conscientes. Je me dis, voilà, cette séance, je vais travailler ça, etc. Mais c'est plus, par exemple, avec telle personne, typiquement le jeu des taupes. Donc il y a les taupes qui apparaissent. Il y en a un tout de suite qui est beaucoup plus autonome, qui va essayer de tout avoir. Et je lui dis, là, t'arrêtes, et puis c'est les autres qui font. Il y a quand même un objectif vraiment fondamental pour moi derrière ce jeu-là, c'est de se dire, on va passer un temps ensemble. Ça va permettre, d'extraire certaines personnes du groupe. Et ça va permettre aussi d'en stimuler d'autres. Parce que je vous dis, sinon il y a des gens qui restent dans leur chambre tranquille, alors que là justement tu vas dire, viens on va faire un jeu. L'aquarium est un jeu qui apaise énormément et avec lequel on peut s'amuser, on peut faire évoluer les poissons sans trop se lasser. Mais on peut aussi imaginer qu'on enlève la table et que le support qui réfléchit soit notre corps. Il faut patienter. On attend que les poissons, voilà, regarde Olivia. T'as vu, les poissons sont passés sur toi. Ça permet aussi d'apprendre à être patient. Et même sur un jeu, il y a des règles. Des règles de jeu où chacun doit être attentif
On est impatient Ouais. du résultat. Même vous, ça se voit. Quand vous faites de la peinture ou toute autre chose, on sent des fois, certains ont envie, ça y est, c'est fini. Ah ouais, bah. Alors qu'on vient juste de commencer l'activité. Ah ouais. Certains d'entre vous Bah ici oui, bah le oui. font. Lui là. Ah. Ah, là. Oh, ne dénonce pas. Le rire, ça apporte quoi le rire? Ça nourrit le rire. Ouais. Ça fait du bien dans son corps. Tu vois, tu pourrais rigoler un peu plus, t'aurais même plus faim. Voilà, exactement, oui. Mais le rire, oui, ça permet effectivement de se sentir bien. Si je rigole, c'est quoi? C'est que ça va. Quels jeux ont été utilisés? Est-ce que ça a été bien ou pas pour les résidents? Est-ce qu'à un moment donné, justement, on s'est lassé un peu? Alors la première, c'était le 20 mars, c'était Ouais. très sympa. Le foot et les balles ont fait fureur. Oui, parce qu'il y a aussi le jeu de foot. Où c'est le fleury, c'est bien, mais quand ça perd trop, on repasse dans. Oui, mais après, c'est un peu le problème aussi avec le public, c'est qu'on passe d'une émotion à l'autre assez rapidement. Bah, en fait, l'avantage, c'est que c'est vraiment, il y a une autre approche. Ça veut dire, on va pas faire une balade, on va pas faire un truc trop compliqué. Là, si on se met autour de la table, ça mobilise pas beaucoup de capacités physiques. Et en même temps, ça fait travailler des choses. Et puis, il y a le côté jeu, quoi. Je veux dire, c'est pas, on va faire une balade, on va faire une lecture, voilà. On va pas réfléchir et tout. C'est, on va jouer. Donc, forcément, il y a un autre aspect aussi, quoi. Donc en fait, j'ai créé ces petits ustensiles pour la Taubertafel, puisque en fait, au niveau de la luminosité, quand on passe la main, parfois, la main n'est pas assez tactile ou va beaucoup trop vite. Et avec les petits ustensiles comme ça, la lumière a la possibilité vraiment de s'étendre sur l'ensemble de la surface et donc va pouvoir interagir avec la lumière, la Taubertafel et donc les jeux. Alors la trompette, c'est quelque chose qui est droit. Alors que là, on a un instrument qui est penché comme ça. Ça s'appelle un saxophone. Un saxophone. Exactement. Très bien. Très certainement que même inconsciemment, ça aide à la réflexion et ça aide à se sentir utile par le biais du jeu. L'organisation du repas, la mise du couvert, c'est-à-dire qu'on va avoir chacun des choses à faire. Chacun se met à faire quelque chose, exactement, et chacun sa tâche. Voilà. Et donc, sur certains jeux, chacun a une tâche bien précise. Enfin, je trouvais ça déjà intéressant au départ, parce que pour les personnes qui ont déjà des capacités réduites en termes de motricité ou motricité fine, ça permettait à tout le monde de participer. Bravo. Et qu'on caresse la table, il n'y a pas besoin d'avoir une prise de main ou d'avoir... parce que j'ai travaillé aussi avec des cérébraux lésés, et j'imaginais bien ce genre de dispositif. On peut utiliser la table de toutes les manières. C'est ce qu'on fait aussi sur des ateliers de médiation. Prendre une activité comme support pour travailler tous ensemble. Et des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, de communiquer, on va prendre comme prétexte la cuisine pour les amener à travailler ensemble, à se répartir les tâches et que tout le monde contribue au même projet. Comme ils sont nombreux et comme parfois ils peuvent être beaucoup dans la même pièce, de pouvoir en extraire quelques-uns et de passer un temps un peu plus privilégié avec eux. Donc ça nous permet aussi peut-être de connaître un peu plus certaines personnes, notamment des gens qui sont un peu discrets, etc. On peut, à travers le jeu, typiquement, notamment les jeux des premiers niveaux, c'est des jeux beaucoup plus contemplatifs et du coup il y a un peu cette espèce d'émerveillement et là à ce moment-là, eux comme nous, on peut partager ce truc-là tous ensemble. Ça veut dire qu'on est tous émerveillés parce que quand on tape sur la bulle, ça fait des couleurs ou quand on tape sur les poissons, ils vont voir ailleurs. Enfin, il y a un peu un truc où on se rejoint tous ensemble, quoi. Et là, ça peut être un truc intéressant. Et là, ça marche super bien avec les petits ustensiles. Eh bien, il faut attraper les poissons. Est-ce que vous y arrivez? C'est normal qu'eux aussi se fatiguent à être les uns avec les autres. Et ce genre de support, parce que c'est nouveau, on n'a pas l'habitude, et puis c'est une valeur ajoutée en fait, on n'en trouve pas partout. Donc quelque part ça valorise l'activité, ça valorise ceux qui y participent. Et puis il y a vraiment des jeux où ils le font ensemble, et ils voient bien qu'ils doivent un peu quand même tenir compte des autres, où ils peuvent prendre plaisir ensemble. Et ça c'est quelque chose qu'ils peuvent perdre aussi, le goût d'être avec les autres, parce que
Parce qu'il y a des conflits par rapport à des situations il y a des injustices aussi dans ceux qui vivent les uns par rapport aux autres. Dans notre positionnement, c'est pas toujours évident de respecter à la fois leur vulnérabilité, mais de pas être non plus dans juste la pitié, de se dire les pauvres malheureux, on va tout faire pour eux. Parce que ça, c'est pas ça non plus qui est attendu de nous, et c'est pas ça non plus qui les maintient dans une bonne estime d'eux-mêmes, dans un bon relationnel, un bon vivre ensemble, quoi. Vous voyez, il suffit juste de passer. Voilà. Et là, avec cet ustensile, ça marche très bien. Alain. Voilà, Alain. Le petit chien, on a envie d'aller vers lui, et puis en fait, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, parce qu'il va revenir. Et puis, si on va pas vite, c'est pas grave, parce qu'on a le temps, en fait. Et ça, c'est des moments assez agréables qui leur permettent, je pense, d'oublier un peu la pesanteur de ce collectif. C'est des moments où c'est vraiment de la bonne humeur et c'est convivial. Alors, c'est la balle qu'il faut lancer, pas le chien qu'il faut taper, Catherine, s'il te plaît. Avec l'ustensile, bingo. Voilà. Ah oui, ça veut dire qu'en plus, on a une interaction. Pas obligé d'attendre. Vas-y, Claudine. Bien. Ah, je commence à comprendre. Il y en a un où il faut deviner les dessins là. C'est avec les étoiles. On appuie sur une étoile, ça fait un trait. Il va y avoir un dauphin, un sous-marin, un éléphant, puis il faut essayer de deviner au fur et à mesure. Le fait de pouvoir trouver et de deviner avant que ça apparaisse, c'est valorisant. Et puis c'est un jeu. Ils aiment le jeu aussi. Enfin, c'est un plaisir. Ah bah le jeu, oui. C'est un prétexte, faire d'autres choses. Mais pour l'instant, ils ne s'en lassent pas. C'est toujours plus détendu quand on a un petit groupe. Ça permet à des gens peut-être plus renfermés, plus timides, de pouvoir s'exprimer. Parce qu'ils peuvent être étouffés par le groupe ou par une personne dans le groupe. Donc du coup, si on sort cette personne, ça peut permettre d'exprimer quelque chose. Un auteur que j'avais lu là-dessus, Dominique Despennes, qui parlait de proximité et de distance dans la relation éducative. Il y a des moments où dans l'accompagnement, on doit être proche. Et il y a des moments où il faut justement les laisser vivre. Une distance. Ça, je trouve que c'est super parce que on vit aussi pas mal de frustration. On aimerait faire beaucoup de choses avec eux, puis au final, parce qu'ils sont nombreux, parce que nous, on a plein de trucs à gérer autour, ou parce que c'est comme ça, en fait, ça va pas être possible. Il y a plein de trucs qu'on se dit, ça serait bien, mais en fait, on pourra pas le faire. Et là, parce que c'est virtuel, et finalement, il y a plein de possibilités qui arrivent. Et puis, l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, on est projeté avec les poissons. Là, on a l'impression d'être dans un aquarium et tout. Et c'est un peu magique, quoi. Ils sont à la retraite, ils sont plus dans une phase d'apprentissage véritablement. Ils ont une phase de maintien plutôt. Puis, si on peut grappiller des petites choses, mais il y a l'âge aussi. Il y a une fatigue qu'ils peuvent avoir. La durée, on voit bien quand il y en a certains, évidemment, c'est fini, quoi. T'es fatigué. L'attention n'y est plus, donc, et on ne cherche pas non plus à pousser ça. Est-ce qu'on peut pas déjà juste leur donner envie? Par exemple, en faisant la liste des courses, est-ce qu'on peut pas un jour dire à l'un, tiens, on va faire les courses, mais en vrai dans un magasin? Déjà, est-ce que le fait de faire ce jeu-là, ça ne peut pas leur donner envie? Ça, on les laisserait, ils se passeraient leur journée dans leur chambre. Et justement, le fait de leur donner envie, déjà, rien que ça, ça peut être énorme pour certains. Parce que pour d'autres, on leur dit, on va faire les courses, ah ouais, super. Et bien là, il va falloir retenir ce qu'il y a sur la liste. Qu'est-ce qu'il y a sur la liste des courses? Des pommes. Pommes. Des patates. Patates. Des patates. Pommes. Pommes. Pommes de terre. Ok. Voilà le panier. Et maintenant, il va falloir mettre ce que l'on avait mis sur la liste, c'est-à-dire ça c'est bon. Et ça c'est bon. Donc, ça c'est important. Je prends un papier et je note ma liste de courses. Et je vais avec dans le magasin. Il y a d'autres choses. C'est je ne fais pas ma liste de courses parce que je veux faire travailler. Quels sont les objectifs réels que l'on a par rapport à des personnes, notamment à l'UPHV, qui sont déjà à la retraite, qu'on a essayé de tirer vers le haut toute leur vie? Est-ce qu'on se doit de toujours leur demander d'avoir des moments où l'intellect doit toujours fonctionner à 100%?
Est-ce que sur des personnes vieillissantes qui travaillent donc à mi-temps, que l'on doit amener aussi gentiment vers une préparation à la retraite, mais quand même, là encore, les tirer vers le haut cognitivement parlant et physiquement parlant, pour qu'ils soient toujours en capacité de travailler. Donc là, effectivement, ce travail sur, je ne sais pas si on peut appeler mémoire, mais en tout cas, plus, comme on disait à un moment donné, sur la verbalisation, savoir formuler les phrases correctes, etc., etc. Vous ne touchez à rien. Alain, tu vois quoi devant toi? C'est quoi? Ouais, comment ça s'appelle? Un piano. Claudine, c'est quoi devant toi? Une flûte. Ouais, une flûte. Et qu'est-ce qui est au milieu de la piste? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Claudine, ça arrive devant toi. Comment ça s'appelle? Musique. C'est un nom d'instrument. Ici, notre public, il n'a pas franchement de mémoire. En fait, on s'en rend compte au quotidien. On s'en rend compte lors, par exemple, d'un atelier simple de lecture où on raconte et on peut raconter très peu de choses. Et ensuite, on essaye de faire raconter, de voir un petit peu ce qui est enregistré, et on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Alors pourquoi? Moi, je ne suis pas assez calé pour ça. La neuroscience n'est pas assez évoluée. Je vais bien voir qu'il y en a, ça passe, puis il y en a, ça passe pas trop, et puis ça passe, on ne sait pas trop comment. Il y a encore beaucoup de mystères. On n'est pas formé là-dessus, mais je pense que derrière, il n'y a pas de formation non plus très accessible. On n'a pas assez de personnes dans l'éducation nationale pour encadrer justement les enfants qui ne sont pas en capacité de, mais qui ont un autre projet de vie. Si on veut prendre en compte justement encore plus de diversité dans l'éducation de nos enfants, il faut forcément du personnel, et on n'en a pas. On voit bien déjà, il manque de profs. Alors, de là avoir des personnes accompagnantes. Effectivement aussi cette notion d'être avec et de faire avec aussi, je trouve que c'est important de leur dire que voilà, elles ont fait des choses avant, elles ont vécu des choses avant, mais nous on est là pour faire avec elles. En fonction, on va dire, du degré d'autonomie, c'est vrai que si on ne lance pas l'échange, il n'y a pas l'échange. C'est pour ça que d'avoir différents supports de travail, c'est intéressant. Oui. Parce que ça permet de montrer qu'on peut faire d'autres choses. Donc là, on va avoir 5 coccinelles à chercher sous les feuilles. Donc on peut monter et baisser le son. Là. Il y en a avec les instruments de musique et il y en a avec les animaux, où il y a on entend le son, et c'est moitié memory, moitié écoute sonore, et celui-là marche assez bien, et après c'est de jouer ensemble qui est un peu plus dur. On a vu cheval. Et voilà. Parce que ça tourne du coup, toutes les images tournent. Il y a le son qui est joué, par exemple c'est le cheval, toutes les images vont tourner, mais d'avoir la patience de laisser l'autre taper la bonne carte pour valider le truc. Des fois il tape sur tout en fait. Du coup c'est notre rôle aussi de réguler ça, et une fois qu'on régule, c'est top. Après une fois qu'ils connaissent le jeu, c'est même eux des fois qui expliquent non attends, et donc ils arrivent à se l'approprier au fur et à mesure. Ça reste des cris d'animaux. Je sais qu'avec Marc on a discuté, on aurait bien aimé peut-être des thématiques de la ferme, mais des choses qui concernent leur environnement proche. C'est peut-être plus intéressant pour eux de pouvoir reconnaître des sonorités de ce qui les entoure dans leur vie. Nous on entend les oiseaux ici. Dans la gestion de leurs émotions, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est une de leurs difficultés de savoir les réguler. Et là, comme ils sont ensemble, puis c'est vrai que d'être autour d'une même table, symboliquement, c'est important. On est souvent en train de réguler, faut pas faire ci, faut pas faire ça, voilà. Ça peut être pénible, et puis ce rôle, il n'est pas toujours le plus agréable. Et là, qu'ils le voient aussi par eux-mêmes, ils le constatent par eux-mêmes, que ça devient plus agréable, en fait, si dans le groupe, on parle trop fort, on s'énerve, c'est pas... Ça enlève le plaisir du jeu. Voilà. Donc ça permet aussi de voir ça, je trouve. Si vous ne voyez pas bien, vous pouvez vous lever. La remorque de Voilà, lève-toi.
et essayer de voir ce qu'est Non, non. ce véhicule au milieu. C'est quoi? Pablo? C'est un train, ça? Camion. Un camion? Camion. Exactement. Une des grosses difficultés, c'est que le handicap va marquer physiquement et ça peut faire peur. D'être conscient de ça, mais en même temps de ne pas en faire un handicap, justement. De voir que on chemine ensemble. Et maintenant, on parle plus d'accompagnement, c'est être avec eux. C'est plus, et la question d'autonomie, elle est moins mise en avant, je pense. Il y a quand même des coups de feu, hein. Faut pas, il y a quand même des personnes, il y a des temps de service et de quotidien qui sont intenses. Le matin, 8h, 10h, le réveil, petit déjeuner, avec le service, avec les médicaments, l'accompagnement en douche. Donc c'est le temps, mais qui est quand même, par rapport à ici, plus dilué. Parce qu'on est toute la journée avec eux et on peut répartir plus facilement. Tandis que quand on passe au foyer d'hébergement, on doit attendre qu'ils rentrent du travail au mieux à 16h45, les autres 1 heure plus tard. Train du camion qui fait qu'on a un créneau pour faire l'accompagnement de tout ce qui est hygiène ou même pour les rendez-vous qui est faible. Nous ici, une fois qu'on fait la navette, donc il y en a qui partent en train. Ceux qui sont plus fatigables, on les prend en navette avec nous, on dépose à l'ESAT, on revient. On a un petit temps pour faire des points administratifs et après on part en animation sur l'UPHV. On en oublie même parfois les moments où il faut recharger les batteries parce que c'est vrai que ça demande énormément de dynamisme à avoir. On a le droit, et c'est même un devoir, de calmer les choses. Il y a même des moments quand on est surchargé, il faut être capable de s'arrêter 10 minutes pour remettre les idées au clair parce qu'on ne fera rien de bon. Ils nous nourrissent aussi, ça va dans les deux sens. Hein. On apporte quelque chose, mais s'ils ne nous apportaient rien, je pense qu'on quitterait le travail. On voit bien que ça fonctionne sans aucun souci avec notre public. Il faut l'utiliser à bon escient, il ne faut pas vouloir ne faire que ça. C'est hyper important de multiplier les supports, multiplier les activités. Et, ça fait partie, je pense, des bonnes découvertes technologiques qu'on peut implanter. C'est 10 000 € plus 900 € par an. Ouais, c'est pour ça que c'est important aussi de remplir le petit cahier qui est là pour savoir où on en est, est-ce que ça a été utilisé régulièrement, par quel collègue, par quel résident, et si ça a un intérêt justement. Mais en fait, si, c'est bien. Enfin, disons que c'est des évolutions de nos sociétés que moi, j'irais pas vers ça spontanément. Mais en réalité, on peut pas retenir les choses, en fait. Le monde, il va dans ce sens-là, allons-y, nous aussi. Et puis en fait, c'est des bonnes surprises. On va vers plus de technicité, plus de virtuel. Ça veut dire on est un peu tous autour de la table et puis on découvre le jeu. Et puis un côté un peu magique, ça rassemble. Voilà. Ils connaissent pas, on connaît pas. Il y a une résidente, des fois, quand on va à des rendez-vous chez le médecin, elle me dit téléphone. Je dis mais tu vas appeler qui? Puis moi j'ai compris, la plupart des gens quand ils sont en salle d'attente, ils ont un téléphone. On n'appelle personne en fait. On regarde notre téléphone, on fouille, voilà. Et du coup je me suis dit en fait elle a observé que quand on sait pas quoi faire, on regarde un téléphone. Et on fait des trucs virtuels et auxquels ils ont aucun accès en fait. Ça doit leur paraître mystérieux, je me dis. Et là, finalement, ils ont accès à tout ça, quoi. Dans l'idée que ce support puisse être utilisé un maximum de fois et par un maximum de personnes différentes. Donc oui, les EHPAD, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est que là, on parle d'EHPAD, mais on parle aussi de foyers d'hébergement, il y a les UPHV, etc. Donc en fait, à chaque fois, on a un peu l'impression qu'il y a, je pense, un peu dans sa case, quoi. Il y a l'UPHV, il y a l'EFH, il y a l'EHPAD, il y a le village. Et justement, ça peut être intéressant avec ce jeu-là, de casser justement les trucs et de permettre de dire, nous, on va faire du Tovertafel à l'UPHV, mais est-ce qu'il y a des gens du FH qui veulent venir pour casser un peu ce truc de chacun est dans sa case, quoi. Ce qui a été proposé, c'était de le garder et de proposer que sur l'ensemble de l'association, d'autres puissent venir. Il ne faut pas se faire non plus déborder parce que ça veut dire poser des créneaux, ça veut dire une salle qui, si moi, à chaque fois j'ai du monde et que je peux rien faire. Moi, j'avais envie de dire, ce qui est intéressant, c'est que vous soyez là et que vous êtes un parent.
et que vous représentez les familles. Et c'est vrai que nous, on travaille avec un rapport particulier aux familles, c'est-à-dire qu'à la fois partenaire et à la fois empêcheur de tourner en rond. Et les relations sont parfois complexes. C'est pas l'harmonie toujours qu'on souhaiterait. Et puis il y a cette distance en fait. Et moi, ce que j'apprécie ici, c'est que cette distance, elle est moindre. Et le fait que vous vous donniez la liberté de venir, même si bon, c'est avec la caméra et tout ça, mais on a des échanges au-delà de ce clivage entre professionnels et puis famille. Et ça, je pense que ça fait un climat qui profite aux personnes aussi, de se dire ils sont pas en tiraillement permanent, quoi. Il y a des campagnes médiatiques où on explique que les EHPAD c'est des catastrophes, ou alors pour les personnes en situation de handicap c'est des bourreaux, alors qu'en réalité on n'est pas là pour montrer qu'on est les meilleurs. Qu'est-ce que t'aimes toi dans ce jeu? Oui. Pas ça, C'est quoi? C'est la couleur, c'est les sons, c'est les quoi? couleurs. Toi, qu'est-ce que t'aimes, toi, Alain? C'est quelle couleur? Celle-là. Et toi, qu'est-ce que t'aimes? Le vert. C'est le vert. Hé, Renaud. Tu connais Renaud? Allez. Et qu'est-ce qu'il chante, Renaud? J'ai voulu planter un oranger, là où la chanson n'enverra jamais, là où les hommes n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées jusqu'à dérive, ma bien-aimée. Sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter Quoi? un oranger.